D'être parmi vous. Alors l'intitulé de la journée, c'est de Léonard à la Lune. Et donc à la suite de ma collègue Marika, je vais vous amener effectivement bien plus loin que la Lune. En compagnie de Léonard, nous allons explorer ce trou noir situé à 55 millions de kilomètres, pardon, 55 millions d'années-lumière, donc multiplié par 10 000 milliards, si vous voulez les kilomètres, de la Terre, qui donc a fourni cette première extraordinaire image télescopique de ces objets sans doute les plus mystérieux de l'espace-temps. Alors pourquoi nous allons le faire en compagnie de Léonard? Je pense que Léonard aurait évidemment été fasciné par cette image, quelque chose de noir entouré d'une couronne lumineuse. Nous allons le faire par le biais d'un phénomène de physique universelle qui s'appelle la turbulence. Alors, ne nous trompons pas de télécommande. Alors, comment je fais pour avancer? Voilà. L'écoulement des fluides, le brasillement des flammes, le mouvement incessant des vagues qui vont et viennent et se brisent en écume, a toujours fasciné le regard. Et donc, à la Renaissance, Leonardo a lui-même été fasciné par ces phénomènes de turbulence et il les a dessinés, pressentant même que derrière la turbulence, il y avait quelque chose de fondamental dans l'explication des mouvements à la fois terrestres, marins et célestes. Donc voici l'un des magnifiques dessins de Leonardo, montrant donc un écoulement turbulent. À gauche également d'autres dessins, toujours extraits des carnets de Leonardo. Et pour illustrer que Leonardo y voyait une sorte de forme universelle, de structure qui se répète à toutes les échelles, il a aussi finalement dessiné ces beaux visages avec ces chevelures qui imitent également les mouvements de la turbulence marine. Un peu plus tard, Isaac Newton a lui-même soupçonné l'importance fondamentale des mouvements marins. Il a écrit de très très belles choses dans ses Principia. Il a étudié notamment le mouvement des marées, qui dépend non seulement de la gravité, mais aussi des mouvements fluides. Alors, il ne disposait pas à l'époque de ce qui serait développé plus tard, c'est-à-dire la théorie de l'hydrodynamique, qui va être développée par des esprits extraordinaires comme Euler, Navier et Stokes. Alors venons-en tout de même au trou noir. Quel est le rapport entre les trous noirs et la turbulence? Alors je vous invite à voir ces horribles images d'artistes voilà, qui circulent depuis des années dans les revues de vulgarisation dès lors que l'on veut parler de trous noirs. Bon, quand je dis horrible, excusez-moi, c'est parce qu'en fait, on appelle ça des vues d'artistes parce que les agences spatiales paient quelques artistes qui ne sont pas évidemment du calibre de Léonard de Vinci, pour imaginer et représenter ce qui peut se passer autour d'un trou noir. Le trou noir lui-même, comme vous le savez, c'est le parangon de l'invisibilité, on ne le voit pas, mais dans la plupart des situations astrophysiques, il est entouré de matière. Par exemple, des disques de gaz qu'on appelle des disques d'accrétion. Et donc, on imagine volontiers, et on fait des modèles de disques d'accrétion où on a des mouvements turbulents de ce disque de gaz autour d'un trou noir. Alors donc voilà, ces vues d'artistes que l'on trouve dans les revues de vulgarisation essaient de représenter quelques-uns de ces mouvements turbulents. Moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ces phénomènes-là à la fin des années 1970, encore tout jeune chercheur, j'étais déjà un petit peu agacé par ces images-là, tout simplement parce que, sous prétexte de représenter quelque chose de plus ou moins beau, elles sont fondamentalement incorrectes parce qu'elles ne respectent absolument pas les lois ni de la relativité générale, décrite, qui permet de décrire correctement les trous noirs et surtout la forme courbe de l'espace-temps, déformée par la présence des trous noirs, ni même les propriétés physiques des disques d'accrétion. Et donc, permettez-moi de revenir brièvement sur ma propre histoire de jeune chercheur pour rappeler donc en 1978, j'ai été le premier à tenter, et réussir, je pense d'ailleurs, des simulations numériques de l'aspect réel et non pas artistique d'un trou noir entouré d'un disque de gaz, une image donc
ben avant d'en parler, pardon, j'avais oublié que j'avais cette diapositive intermédiaire. Donc avant de calculer, avant de vous reparler de cette image de disque de gaz, déjà dans la théorie des trous noirs, ben le dessin que vous voyez est extrait de l'un de mes nombreux ouvrages assez anciens sur les trous noirs, nouvelle vulgarisation. Il suggère que le trou noir, c'est un puits de gravitation, un puits creusé dans l'espace-temps. Mais ce puits tourne parce que les trous noirs tournent sur eux-mêmes, tout comme les astres dans l'univers. Et il y a une analogie très profonde entre l'espace-temps en rotation autour d'un trou noir qui est lui-même en rotation et les maelstroms cosmiques, c'est-à-dire ces vastes tourbillons marins qui ont notamment été admirablement décrits à plusieurs reprises par Edgar Poe, notamment dans une de ses célèbres histoires extraordinaires qui s'appelle « Une descente dans le maelstrom », dont vous voyez d'ailleurs ici, à droite, une illustration de l'époque, dans un livre de l'époque, une illustration du célèbre graveur britannique Arthur Rackham, où l'on voit que finalement, une fois que l'on est pris dans ce tourbillon, où le pauvre marin fait naufrage est pris dans un tourbillon, il y a une limite de non-retour à partir de laquelle on est forcément aspiré par l'œil du tourbillon. Quelle que soit la vitesse propre dont on dispose, et cela peut s'appliquer après à l'espace-temps, à la vitesse de la lumière, à la fusée, jusqu'à une certaine distance autour d'un trou noir en rotation, la fusée a la possibilité encore de s'échapper. Et puis il existe une distance critique au-delà de laquelle tout est aspiré, on appelle ça l'horizon des événements. Donc vous voyez déjà une première analogie avec simplement la structure de l'espace-temps en rotation autour d'un trou noir et les maelstroms cosmiques qui sont évidemment des phénomènes liés à la turbulence. Voilà, donc je reviens à cette image de 1978 que j'avais publiée donc en 1979 en fait, dans une revue scientifique qui montre donc l'aspect calculé, c'est une sorte de photographie virtuelle, calculée point par point, en intégrant sur les ordinateurs de l'époque, carte perforée et compagnie, voilà, le flux lumineux qui serait capté à grande distance sur une plaque photographique. Le flux lumineux émis par un disque de gaz chaud en rotation autour d'un trou noir. Alors je me demande s'il y avait un pointeur. Oui, il y a un pointeur. Donc ici, vous avez l'image du trou noir lui-même. Ici, vous avez le dessus de ce disque de gaz. Et puis ici, vous avez une image extrêmement déformée de l'autre côté du disque de gaz, ce halo lumineux qui entoure cette région noire, qu'on appelle aussi parfois l'anneau de photons. Et puis vous avez un effet fondamental qui est une forte asymétrie du flux lumineux, puisqu'ici vous voyez une région qui est fortement lumineuse par rapport à ce qui se passe à gauche. Ça, c'est un effet indirect de l'observateur lointain. On appelle l'effet Doppler en physique, la partie du disque de gaz qui s'approche de l'observateur tout simplement parce que le disque tourne à très très grande vitesse autour du trou noir, à des vitesses quasiment proches de la vitesse de la lumière. L'effet Doppler nous dit que le flux lumineux que nous en recevons est extraordinairement augmenté. Donc c'est l'une précisément des caractéristiques du trou noir que de produire cette asymétrie du flux lumineux. Alors j'en viens maintenant à l'image, 40 ans plus tard, donc quelque chose de tout à fait inattendu par rapport à mon travail de l'époque. Jamais de la vie je n'avais imaginé que de mon vivant, je verrais à l'œil télescopique, on aurait une image télescopique de champ de calcul. Donc vous avez ici l'image que vous a déjà montré Marika, l'image prise donc de ce trou noir situé, un trou noir hypermassif, 6 milliards de fois la masse du Soleil, 40 milliards de kilomètres de diamètre, mais situé extraordinairement loin. Donc un exploit technologique majeur pour arriver à avoir la résolution angulaire suffisante, équivalente à peu près au fait de voir une pièce de 1 euro sur la Lune, faisant intervenir donc un vaste réseau planétaire de radiotélescopes qui ont combiné leurs données pour produire l'image, donc cette première image télescopique de trou noir. À droite, je me suis permis de montrer d'autres simulations que j'avais faites quelques années plus tard avec un de mes collaborateurs de l'Observatoire de Paris qui s'appelait Jean Lamarck, où avec un codage de couleurs que nous avions pressenti être un codage de couleurs assez révélateur, nous avions cette fois-ci calculé la même chose, l'image d'un trou noir entouré d'un disque de gaz, mais avec différentes orientations, parce qu'il est clair que dans l'image précédente, avec le pauvre ordinateur dont je disposais et pas des moyens de visualisation, je n'avais calculé qu'un seul angle de vue, mais les équations ont été écrites pour tous les angles de vue possibles. Et vous remarquerez, pour le bon angle de vue qui correspond en fait à la configuration réelle de
de ce trou noir Messier 87, on a quand même une correspondance entre les images qui est tout à fait superbe. Voilà. Et donc, je répète, donc ce disque de gaz autour du trou noir est turbulent et notamment donc dans la partie extrêmement brillante qui s'approche de l'observateur. 2 minutes? Absolument, voilà. Et donc, dans les 2 dernières minutes qui me restent, je le fais très rapidement. À un niveau encore plus profond que soupçonnait sans doute Léonard de Vinci, on parle maintenant de turbulence de l'espace-temps à l'échelle la plus microscopique possible. C'est-à-dire que si on arrivait avec un extraordinaire microscope à parvenir à sonder la structure infinitésimale de l'espace à une échelle qu'on appelle l'échelle de la longueur de Planck, 10 puissance moins 33 cm, on verrait peut-être, en tout cas selon certaines approches qu'on appelle les approches en gravitation quantique, un espace-temps constamment agité de fluctuations géométriques et topologiques avec voilà, des structures incessantes qui bougent sans cesse et qui ne pourraient être décrites que par une sorte d'hydrodynamique spatio-temporelle ressemblant finalement à la description d'un océan en pleine tempête agité. Et le concept fondamental, rassure-toi Paola, je termine là, c'est le concept de l'énergie du vide. En physique quantique, tout est turbulent, à commencer par le vide. Le vide de la physique quantique qui possède de l'énergie, et cette énergie du vide, lorsqu'on essaie de la modéliser et d'en étudier l'évolution, eh bien, on a quelque chose qui ressemble à la surface d'un océan en pleine tempête et agité. Et donc, nous essayons aujourd'hui de modéliser. J'imagine que le film que je montrais ne va pas marcher, il était très bref, important, sa durée, vous la voyez là-haut. Voilà. Donc on voit effectivement une simulation montrant les fluctuations aléatoires et spontanées de l'énergie du vide quantique qui représente peut-être notre compréhension la plus profonde à l'heure actuelle de la structure ultime de l'espace-temps, turbulence est le maître mot pour décrire ces choses-là. Je finis avec une phrase de Paul Valéry, le poète. « Les événements sont l'écume des choses, mais moi c'est la mer qui m'intéresse. » Merci.